Hello, hello. Aujourd'hui, on va se parler franchement du début à la fin de ce podcast. Je vous le dis, je vais être ultra transparent, peut-être même un peu dur. Vous allez vous dire que j'en fais beaucoup. C'est parce que je vais avant tout m'adresser à moi et que, en général, je suis bien plus dur avec moi qu'avec les autres. Mais dans le fond, je suis sûr que ça va vous aider aussi. Vous allez voir, je vais set up mon mental, mon mindset pour la prépa marathon qui arrive, qui a déjà commencé. Et en fait, ce podcast, ça va presque être un manifeste. Donc j'espère que ça vous plaira et vous m'en direz des nouvelles comme d'habitude. En tout cas, je suis content de vous retrouver parce que ça faisait quelques semaines que je n'avais pas enregistré. On va reprendre le rythme, je vous rassure. Pour ceux qui me demandaient si ça allait continuer le podcast, bien sûr. Bref, le principe de base de l'épisode d'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, ne pas se mentir à soi-même, déjà, ça dit les choses. Mais en fait, c'est surtout le fait que pour réussir quelque chose, il faut être concentré dessus à 100%. Il faut pas s'éparpiller et donc il faut bien choisir ses priorités sans se mentir. Et ça, c'est tout sauf simple. Donc, on va essayer de creuser un peu le sujet aujourd'hui et je vais vous donner un petit peu les clés pour moi, pour la prépa marathon qui arrive. Je vous dis pas que je vais réussir à 100% parce que ça n'a rien de simple. Et puis de toute manière, à chaque prépa, à chaque projet, en fait, tout est remis à zéro parce que le contexte de notre vie n'est jamais le même. Tout est évolutif. Et c'est ça qui est fun aussi, c'est qu'on doit s'adapter dans un monde qui est changeant. Bref, tout le monde n'a pas besoin non plus du même niveau d'exigence que je vais essayer de m'établir pour cette prépa. Parce que ça reste un loisir selon le niveau de pratique que vous avez, selon le niveau d'objectif que vous avez, vous pouvez être beaucoup plus chill avec ça. No stress, je vais juste essayer de vous expliquer ma philosophie. Par contre, je pense que même si vous n'avez pas besoin de l'appliquer forcément dans la course à pied parce que vous vous êtes pas mis des objectifs ultimes, c'est quand même quelque chose qui est intéressant à comprendre parce que quel que soit ce que l'on fait, quelle que soit la sphère de sa vie, en fait, être au clair sur ses priorités, ne pas se mentir pour bien faire les choses, en fait, c'est la base de la vie, j'ai l'impression. Et du coup, la course à pied n'en est qu'un exemple. Mon premier coach disait toujours, la course à pied, c'est l'école de la vie. Et j'ai toujours été 100% d'accord avec ça. Et même plus le temps passe, plus je suis d'accord avec ça. On apprend énormément de choses dans la manière dont on gère son entraînement en course à pied qui va nous servir dans la vie en général. Et du coup, quand je dis qu'il faut donner 100%, mettre les choses le plus carré possible pour y arriver, c'est tout simplement parce que dans la vie comme dans le sport, on récolte ce que l'on sème. Donc, il faut récolter beaucoup et attendre, être patient pour... non, il faut semer beaucoup et après, il faut être patient pour pouvoir récolter en espérant qu'il n'y ait pas d'aléas en cours de route, évidemment, parce que si on prend la métaphore de l'agriculture, c'est pas parce qu'on sème qu'il va pas y avoir une tempête de grêle ou je ne sais quoi qui va venir pourrir la récolte. Mais ça fait partie du jeu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de nous concentrer sur ce que l'on peut maîtriser. Les facteurs externes, too bad, mais on peut pas les gérer, donc on s'en occupe pas. Bref, j'ai été un peu long sur cette intro. Le principe, c'est de dire que pour vous, c'est peut-être pas indispensable d'être au top du top de la précision sur les objectifs et ce que vous faites. Moi, au point où j'en suis, je suis sur mon objectif ultime. Le 2h30 au marathon, c'est mon max du max. Je le vois au final, ça serait compliqué d'aller chercher plus, en tout cas avec une vie à côté où j'ai une entreprise comme Campus, c'est pas faisable. Donc déjà le 2h30 il va être compliqué, il va falloir que je pousse tous les curseurs au max pour y arriver, j'ai pas le choix. Certains me diraient mais si t'as de la marge machin, on pourrait creuser les chiffres, ma VMA elle a pas bougé depuis 10 ans, au bout d'un moment quand t'as une VMA autour de 3,00, un record au 10K qui est à 3,20 et que ton allure marathon pour faire 2h30 c'est 3,33, les marges elles sont quand même assez minimes, Donc on va tout faire.
je suis assez confiant quand même que les marges de manœuvre existent encore et que ces 3 petites minutes, on va pouvoir les gagner. Dans tous les cas, c'est le challenge. On le sait pas, mais c'est aussi ce qui fait la beauté du sport, c'est que on donne tout, on fait tout comme il faut et à la fin, on comptera. Mais on compte pas avant d'y être. Bref, dans cette prépa, je ne vais pas me cacher derrière des excuses. En tout cas, je vais essayer parce qu'encore une fois, c'est facile à dire. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion dans ce début de prépa marathon. J'ai pas réussi à 100%. On est quand même très très bon à aller se chercher des petites excuses quand ça marche pas. Et je vais aller vous expliquer un peu ces 3 situations que j'ai pu avoir. Et voilà, juste pour vous dire que nul n'est parfait. Moi le premier. Et comme je le dis souvent, c'est pas parce que je fais du contenu que je suis meilleur que vous. Bien au contraire. Je fais du contenu pour me forcer à m'améliorer et au passage, essayer de vous aider à le faire aussi. Donc là, on est dans le même bateau. Tout ce que je dis, c'est pas parce que je le dis que j'arrive à le respecter à la lettre, mais j'essaye. Je fais de mon mieux et c'est le principal. Où est-ce que vous êtes ? Si jamais vous vous êtes tombé ici et que vous ne savez pas sur qui vous tombez, eh bien, on est sur le podcast Endorphine. La devise ici, c'est s'entraîner sérieusement sans se prendre au sérieux. C'est mon mantra depuis plus de 20 ans que je cours. Je suis Nico, aka Running Addict, fondateur de Campus Coach, l'appli Running qui personnalise votre entraînement pour que vous progressiez sans vous en rendre compte. Parce que l'entraînement, tout simplement, il est bien calibré pour vous et il est motivant à suivre. Ici, c'est Endorphine, le podcast conçu pour vos entraînements. Je vous partage ma passion de la course à pied, mon expérience de coureur et celle des personnes qui m'inspirent. Le but, c'est de se motiver à courir et à progresser tous ensemble. Let's go, si on peut réussir à faire ça, mon pari sera réussi. Le petit sommaire, avant qu'on attaque les différentes parties, on commencera par ne pas se comparer aux autres. Comparez-vous à vous-même. Ça, c'est un marronnier, comme on pourrait dire. J'essaye d'en parler régulièrement. Mais je suis obligé de continuer de le ramener parce que tout simplement, je vois toujours des comportements qui ne sont pas adaptés et qui sont néfastes à votre propre progression. Donc, on va en reparler un tout petit peu en mode coup de gueule, comme d'habitude, et après, on va passer au cœur de cet épisode. Ne pas se voiler la face, ne pas se mentir à soi-même. C'est les grandes parties que je veux aborder parce que c'est des prérequis au final de la performance, de la réussite de nos objectifs en tout cas. On va parler d'apprendre de ses erreurs et je vais revenir sur mon année 2023 qui a été compliquée. Même si j'ai atteint un objectif, ça n'empêche pas qu'il y a eu beaucoup d'erreurs au passage. On va dire que heureusement que j'ai l'expérience de 20 ans de course qui m'a permis d'arriver quand même à mon objectif, mais en théorie, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Donc, il faut apprendre de ses erreurs. C'est pas parce qu'on a réussi qu'il faut se dire c'est bon, tout va bien. Il faut se remettre en question, que ça soit bien passé ou mal passé, il faut se remettre en question. Souvent, on a tendance à le faire quand ça se passe mal. Il faut aussi le faire quand ça se passe bien le jour de la course. Et je vais vous parler de mon objectif 2024 et comment je l'ai choisi. Est-ce qu'il y a un suspense ? Non. Vous le savez, l'objectif, c'est un 2h30 au marathon. Je l'ai déjà dit, je l'ai même dit dans l'intro de ce podcast. Mais c'est intéressant de creuser quand même le pourquoi et surtout le comment. Je suis en train d'écrire un petit peu quelque chose qui va sûrement être une vidéo dans le futur, mais je suis en train d'écrire le pourquoi je pense que ce 2h30, il est largement jouable. Et voilà, c'est l'écriture de ma prépa d'une certaine manière. Tristan écrit le plan et moi j'écris ma philosophie autour de ça, le mindset que je veux avoir dans cette prépa pour réussir. Et on va venir un petit peu sur de la théorie, je l'ai mise à la fin pour une fois, mais choisir ses priorités en cohérence avec le passé. Parce que, encore une fois, on a appris de ses erreurs, c'est bien, on a analysé le passé, et en fait les priorités du futur, il faut les choisir en cohérence avec ça. Et il faut adapter des choses pour que ça colle. Ou alors baisser ses objectifs. Bref, on va y revenir, je ne vais pas faire ça tout de suite. Et on va finir par un petit sujet sur la régularité. Vous le savez, la régularité, j'en parle souvent, c'est indispensable, mais c'est aussi très compliqué à garder tout le temps.
comparez-vous à vous-même et pas aux autres. J'ai l'impression de répéter ça depuis toujours. Et pourtant, dans Strava en particulier, ça arrive aussi sur Insta ou ailleurs, mais sur Strava en particulier, j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'analyse une de mes séances en disant que quelque chose n'a pas été optimal, que j'avais pas la forme qu'il fallait, bref, une analyse classique, parce que Strava, c'est là où je colle mes sensations après une course. C'est mon journal de course pour que quand j'y revienne dans le futur et que j'analyse, eh bien, j'ai toutes ces infos, que j'ai le contexte de la séance pour pouvoir bien l'analyser. Et à chaque fois que je fais ça, que je suis un minimum négatif sur comment s'est passée ma séance, parce que ça arrive, elle se passe pas toute bien, hein, c'est le principe de l'entraînement, eh bien, à chaque fois, j'ai les mêmes types de commentaires qui me disent « Ah, mais moi, j'aimerais bien être pas bien à 4 machins au kilomètre. Ah là là... Enfin, bref. Comme dirait Tristan, la team moins, en fait, c'est pas méchant de dire ça. C'est juste que vous ne vous aidez pas si vous faites ça. C'est inutile et c'est même contre-productif. Parce que d'aller regarder les performances de quelqu'un d'autre, de se comparer alors qu'en fait, on n'est pas du tout les mêmes personnes, ça ne sert à rien à part à une chose, vous dévalorisez face à vous-même et du coup, vous vous mettez dans un contexte où vous allez moins progresser. On parle souvent de prophétie autoréalisatrice, ça marche dans les deux sens. Si on croit qu'on peut y arriver, qu'on croit en soi et qu'on se dit que si on met les efforts, on va progresser, on va y arriver, et souvent, on y arrive. Et si on se dit « Ah, je suis nul, regarde les autres, ils sont bien meilleurs que moi, j'ai aucune chance de blablabla », qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? On s'est auto-convaincu qu'on était une merde. Comment est-ce qu'on peut espérer progresser après si on fait ça ? Donc, les mots sont un peu forts, mais au bout d'un moment, le dire de manière gentille et douce comme je le fais depuis 15 ans, j'ai l'impression que ça sert à rien. Donc, je vais peut-être essayer d'utiliser des mots un peu plus forts. Arrêtez de vous comparer aux autres. Concentrez-vous sur vous-même. Point. Et soyez fiers de ce que vous faites. Vous êtes des putains de sportifs. Et ça représente une part toute petite de la population aujourd'hui. Il y a tellement de gens. En fait, on est des anomalies en tant que sportifs réguliers. C'est un méga problème de société aujourd'hui. Donc, vous allez quand même pas vous dévaloriser alors que vous faites partie des gens qui sont bien meilleurs que la moyenne. Vous êtes sportif régulier et après la performance, c'est un critère qui devrait être après le fait de dire je suis sportif, je fais ce qu'il faut pour être en bonne santé sur le long terme et c'est déjà excellent. Bref, c'était pas le but de cette partie, mais dans tous les cas, retenez que sur la performance, vous comparez aux autres et surtout vous dévalorisez face aux autres, c'est contre-productif, ça va vous tirer vers le bas. Voilà. Maintenant, on peut passer à la section... se comparer à soi-même, c'est un prérequis de la suite en fait. On pourrait dire ça aussi. Donc ne pas se voiler la face. Là encore, je vais être ultra transparent. Je vais vous dire les choses comme je les ressens. Ça va être assez personnel, assez fort, comme je vous le disais dans l'intro, parce que c'est comme ça que je vis les choses de mon côté. On va y aller sans filtre à partir de maintenant. Et voilà, c'est le principe de ce podcast. Mais du coup, vous allez avoir tout le contexte que je vais expliquer et qui va vous permettre de comprendre pourquoi je dis ça. Donc, si on regarde le bilan chiffré de 2023, eh bien, il est bon. Et pourtant, rien ne s'est passé comme prévu. C'est ça le truc. C'est que si on regarde 2023, j'ai battu mon record au semi-marathon en février, mais sur une course improbable après un hiver où j'étais dans une sauce pas possible. La veille de la course, j'étais limite en train de pleurer que je voulais pas y aller parce que je me sentais pas bien du tout. Et le matin de la course, douche froide, reset, et je sais pas pourquoi, le feu sacré, le 1h13 et les brouettes, ça s'est bien passé. Et j'ai l'impression que ça a été le symbole de mon année parce que le marathon du Mont Blanc, oui, il y a eu la chute, mais en réalité, pour un premier trail, c'était assez exceptionnel comment ça s'est passé pour moi. Et à la fin de l'année, ce marathon de Valence, j'arrive avec une prépa assez bancale, on va dire, et ça passe. Avec 4 minutes de gain sur un marathon de Berlin qui était
qui était exceptionnel l'année d'avant. Donc en un an, 4 minutes de progression sur marathon à ce niveau-là, c'est beaucoup, avec des sensations de merde. Donc à la fois une année de rêve 2023 et une année de merde absolue. Donc c'est compliqué à analyser, mais c'est ça que je veux faire parce que je pense que analyser le passé, c'est vraiment la base pour réussir, pour construire l'avenir, pour ne pas refaire les erreurs qu'on a pu faire. Et du coup, eh bien, c'est ce que je fais. En général, dans la vie comme dans ma prépa marathon, on va dire que 2023, je me suis fait rouler dessus. Voilà. J'ai avancé en subissant toute l'année. Ça n'a pas été plaisant, ni dans l'entraînement, ni dans le reste en fait. J'ai juste fait le taf partout. J'ai subi un peu l'année dans le sens où, au niveau boulot, on va dire que campus grossissait beaucoup et je commençais à être de moins en moins à ma place dans le rôle que j'avais. Ça a changé depuis, ça va beaucoup mieux en 2024, voilà, petit spoiler. On s'est réorganisé, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Et dans l'entraînement, c'était un peu pareil parce que il y a aussi eu le déménagement l'année dernière, le retour en France. Bref, ça faisait beaucoup de choses. Et pourtant, j'ai atteint ce bel objectif de 4 minutes de gain à Valence, encore une fois. Mais pas de la manière où j'aurais voulu le faire. Ça, c'est très très important. Parce que pour un sportif pro, on pourrait dire « Ah, l'objectif a été atteint, j'ai fait le chrono, je me suis qualifié pour ça, très bien. » Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. J'y vais aussi pour une forme de plaisir tout au long de l'année. Donc si c'est pour avoir une prépa de merde, progresser en termes de chrono, mais que j'ai pas vraiment ce plaisir, ça m'intéresse pas. C'est pas ce que je veux faire. Donc là, cette année, j'ai essayé de reset un peu tout ça pour remettre les choses dans le bon sens. En fait, on peut dire que ce chrono de 2h33, j'ai été le chercher à l'orgueil et à l'expérience. J'avais l'orgueil de toute cette année qui a été compliquée. J'étais en mode, bon, je veux y arriver, il n'y a pas d'autre choix. Et puis l'expérience de 7 marathons avant qui fait que les petites erreurs, les petits problèmes de jour de course, on les connaît tellement par cœur qu'on arrive à passer au-dessus. Je suis fier de cette course parce que je me suis battu contre moi-même pendant la course et en fait pendant la prépa. Et du coup, c'est ça qui est très difficile dans l'analyse, c'est que à un moment, j'ai dit, si je reviens un an en arrière, fin juin ou début juillet 2023, j'ai dit une phrase. J'ai dit, je vais tout faire pour réussir. J'étais avec Tristan, j'y croyais dur comme fer quand je l'ai dit. Alors qu'en fait, c'était totalement utopique. Parce que dans le boulot, je savais que j'étais pas à l'aise à ce moment-là et que j'en avais beaucoup sous la casquette et que j'avais du mal à le gérer. J'avais le retour en France qui arrivait. Et je voulais me lancer dans la prépa la plus dure que j'avais jamais faite. Dis donc, vous allez totalement mauvais dans l'analyse de la situation, le gars. J'ai très mal choisi mes priorités. C'était le dernier moment pour se lancer dans un marathon à performance. Enfin, j'aurais pu me dire, ok, les 6 prochains mois, on va y aller avec un cran en dessous, on va pas se mettre un truc performance. Parce que c'est la recette de l'échec qui se présente à moi. Donc le piège, c'est que le chrono a été atteint et de ne pas revenir sur tout ça. Parfois, et surtout en fait, ce qui est important, c'est que parfois on fait tout bien et ça paye pas. Là, c'est ultra frustrant. Je suis sûr que vous l'avez déjà tous vécu, je l'ai déjà vécu plein de fois. On a l'impression d'avoir tout bien fait, tout est nickel, la prépa s'est bien passée, on a tout préparé. Et le jour J, ça veut pas. Là, ça c'est dur. Et parfois, il y a l'inverse. En fait, on fait pas tout bien et ça passe le jour de la course. Et c'est le principe du corps humain qui n'est pas un robot et c'est toute la beauté du sport. En fait, il y a de l'incertitude le jour de la course et tant mieux parce que sinon, ça serait chiant. Maintenant, il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas oublier ce qui a été fait et de l'intégrer pour le futur. On pourrait aussi parler de... Souvent, on me rappelle que j'utilise ma GoPro le jour de la course et que ça me coûte sûrement de l'énergie. Oui, peut-être, je ne sais pas. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Je pense que moi, ça m'aide parce qu'en fait, c'est comme si je vous avais tous avec moi pendant la course et que quand je sors la caméra, ça me donne un effet booster de me dire « Waouh, c'est vrai que je fais ça pour moi avant tout, mais j'ai en plus
tous ces gens qui sont autour à supporter. Et de toute manière, je ne changerai jamais, même pour le 2h30, parce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre les choses. C'est un plaisir. Le plaisir vient aussi du fait de documenter la course. Donc voilà pour la petite parenthèse. Maintenant, si on parle de ce début 2024, je vous disais que ça avait été mieux, pas parfait. Parce que oui, beaucoup de choses se sont replacées, on va dire, en termes d'organisation pro. Je me sens beaucoup plus en contrôle, beaucoup plus serein. Et forcément, ça a un effet sur l'entraînement aussi. Mais pas immédiat. Parce que y a eu toute la phase de réorganisation sur le début d'année. Et ça a été progressif. C'est juste que là, maintenant, arrivé à juillet 2024, j'ai l'impression que tout va pouvoir mieux se passer. Évidemment, c'est une impression. La phase de transition est terminée. Je suis bien installé à la maison. Mes terrains d'entraînement, je les connais par cœur. On est en Normandie, en bord de mer. C'est très très cool. Surtout l'été, parce que la prépa marathon de l'automne, avec le vent et les tempêtes, elle avait été compliquée aussi pour ça. Mais ça, c'est une excuse, donc je ne l'utiliserai pas. Vous verrez plus tard qu'on va reparler des excuses. Mais là, il y a moins de vent, il y a la température parfaite. Je sens que cette prépa va pouvoir être très très belle. C'est une bonne base en tout cas pour la suite et pour planifier la suite. Parce que il faut quand même que je rappelle un truc. Le sport, c'est secondaire. Et en fait, ça reste une base importante à connaître. Il faut pas oublier quelles sont nos priorités dans la vie. On va y revenir plus tard, mais le sport reste secondaire. Moi, je vais le faire monter un cran au-dessus pendant cette prépa parce que j'en ai besoin. Sinon, je sais que je n'atteindrai pas le 2h30. Mais il ne faut pas se voiler la face non plus. Et il faut être clairvoyant, j'ai envie de dire. Parce qu'il ne faut pas se dire « je vais mettre 100% de mon énergie, je vais donner mon meilleur, ça va être génial », alors qu'en fait, on n'a pas le contexte. Là, je me suis posé, contrairement à l'année dernière, je me suis posé sur les prochains mois, je me suis dit « est-ce que j'ai la capacité d'aller faire cette prépa sans anicroche, sans éléments perturbateurs qui sont évidents devant moi ?» Je pense que oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des trucs qui vont me tomber dessus en cours de prépa, mais il n'y a pas un déménagement qui était prévu d'avance et que je savais qu'il allait arriver. Donc là, je pense que je suis assez honnête avec moi-même. J'ai la capacité de faire cette belle prépa. Et c'est la même chose pour vous. Il faut à chaque fois se dire, est-ce que c'est le moment, en toute honnêteté avec soi-même, sans se mentir, sans se chercher d'excuses, est-ce que c'est le moment pour faire ça ou pas ? Parce que ça sert à rien d'aller de toute manière se chercher des excuses, surtout quand on construit le futur. Quand on est dans le passé, on a tous tendance à aller se chercher des excuses, mais pour le futur, non. Est-ce qu'on peut atteindre l'objectif qu'on a envie d'atteindre ou pas ? On continue dans la transparence, ne pas se mentir à soi-même. Se chercher des excuses, ça apporte rien. À part, ça apporte quelque chose, se chercher des excuses, ça apporte un confort, ou je devrais dire un faux confort. Parce que sur le moment, en fait, on va se chercher une excuse, et souvent les excuses, c'est des trucs qui sont indépendants de notre volonté. C'est comme si on se retirait de la situation, on se disait « Ah non, ça s'est mal passé à cause d'un truc dont je ne suis pas responsable. » On se dédouane totalement de la situation, comme ça, notre petit ego, il va bien, il se dit c'est pas de sa faute. C'est pour ça que j'appelle ça un faux confort. Parce que ça n'aide en rien. Le confort, si constamment on va se chercher des petites excuses quand ça ne fonctionne pas, ce confort, tout ce qu'il fait, c'est qu'il nous tire vers le bas si on y cède trop. Parce qu'à chaque fois, on va chercher la petite excuse quand un truc va pas marcher. Et en fait, on va constamment rater, entre guillemets, ou moins bien faire les choses. Qu'en fait, à chaque petite erreur, à chaque échec, c'est naturel d'aller chercher des excuses. Tous les jours, on a l'occasion de le faire. Et tous les jours, on le fait. Je pense que si on est honnête, chaque jour, on se trouve des petites excuses pour tout un tas de situations. C'est humain de faire ça. C'est un mécanisme de protection naturel. Donc, j'ai envie de dire, il ne faut pas se flageller non plus. Mais, si on veut vraiment progresser,
être meilleur, en fait, on doit constamment se remettre en question, tous les jours, tout le temps, et se dire, quand on fait une erreur, quand il y a un truc qui se passe pas comme on veut, plutôt que de râler ou de dire, de chercher, de mettre la faute sur quelqu'un d'autre, se dire, quel est mon rôle dans cette erreur ? Et on a toujours un petit rôle dans un problème ou une erreur qu'on rencontre. C'est rarement 100% pas de notre faute. Ça arrive, évidemment, mais ça ne sert à rien de toute manière. Dans ces cas-là, il n'y a rien à analyser, rien à progresser. Moi, je parle des cas où on peut se dire qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux pour que on maîtrise mieux les choses la prochaine fois où une situation identique se représente. Donc, si je prends quelques petits exemples récents, il y a une semaine à peu près, un petit peu plus, quand j'étais à Nice, j'avais un 5 x 5 minutes progressif à faire. Pas d'allure, juste se dire qu'il devait être progressif. Donc, il ne faut pas partir trop vite sur le premier, sinon on ne fait rien progresser du tout. Et le premier intervalle, je l'avais bien fait, je trouve que c'était pas si mal. Mais au final, j'en ai fait que 4 sur 5. Pourquoi ? Alors, c'était à Nice. C'était le soir, il faisait 26, et à la fin, j'étais en surchauffe. Ça, c'est une excuse. Oui, il faisait chaud. D'accord. La réalité, c'est que j'ai pas été assez progressif. Donc, sur le 4e intervalle, j'allais déjà à la vitesse maximale que je pensais atteindre. Donc, je me suis cramé sur le 4e. Et en plus, je me suis pas adapté aux conditions. Ok, il faisait chaud. Tu cours un petit peu moins vite. Et puis, ça va diminuer. En fait, la chaleur, qu'est-ce que c'est ? C'est un stress supplémentaire qu'on met à son corps. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, allez voir le dernier code rouge sur la chaîne Campus, parce que c'est exactement le sujet que Tristan a traité, et il a été super bien traité. Donc, grosso modo, j'aurais pu juste adapter un petit peu à la baisse mon allure, ça aurait réduit le stress de ce côté-là, et ce stress qui aurait été compensé par l'aspect chaleur. Je ne l'ai pas fait. Donc, juste dire « Ah, mais c'est à cause de la chaleur », ça aurait été une excuse. Il faut juste remettre ses ambitions, mettre son ego de côté, se dire que dans ce cadre-là, ça va aller un peu moins vite, mais c'est pas grave parce qu'il y a l'aspect chaleur qui vient remettre un stress, et se dire que c'est une belle séance quand même. Donc ce jour-là, échec. Maintenant, si je prends mon footing de ce matin, je me suis levé fatigué. Je me réveille très vite le matin. Moi, je suis quelqu'un de très... je prends 30 secondes à me réveiller, et je sais tout de suite dans la forme dans laquelle je suis. Ce matin, je savais que c'était pas ouf. Mais parfois, on va courir et tout va bien. Bon, pas aujourd'hui. Dès les premiers mètres de footing, sensation de merde. Ça a continué pendant les 45 minutes. Pas une minute où je me suis bien senti. Un petit 45 minutes ressenti 2 heures au final. Et envie d'arrêter à peu près tout le temps. Mais je suis allé au bout. C'était un jour sans, point. Il faut faire avec les jours sans dans une prépa. Et on fait le minimum syndical. J'ai pas couru mon footing à 4,30 évidemment, j'ai plutôt couru à 5, 5,10 et voilà. Et c'était pas agréable, mais c'est fait. Et au final, plutôt que d'aller chercher une excuse de pas le finir, blablabla, c'est un footing, c'est pas une séance difficile, on va au bout, on le fait, point. Donc je sais pas si ça colle vraiment dans mon... Juste, j'ai pas essayé de me chercher une excuse là-dessus. J'ai juste fait le job, je suis rentré, c'était pas cool, mais c'est pas grave, il y en aura d'autres. Il faut faire le dos rond dans ces moments-là. Et si je reprends ma prépa Valence, j'ai abandonné énormément de séances. Enfin, énormément. J'ai l'impression d'en avoir abandonné énormément parce que ça m'est rarement arrivé d'abandonner des séances avant cette prépa. Pas trop en tout cas. Peut-être 1 ou 2 par prépa max. Et là, j'en ai perdu beaucoup. Donc, est-ce que je me suis cherché des excuses ? Pas vraiment. En fait, j'étais à bout. Mon mental était totalement HS entre le pro, le déménagement qui arrivait. Après, j'étais en plein milieu du déménagement. Et faut pas se mentir non plus dans l'autre sens. Parfois, le contexte n'y est pas. Et du coup, c'est pas une excuse dans ce cadre-là. C'est si le contexte n'y est pas, que vraiment rien ne va, et en fait, se dire que non, on se cherche des excuses, si c'est faux, c'est faux. Et même dans ce contexte, dans tous les cas, je suis sûr que j'en ai perdu à certains moments à cause de mon cerveau qui perdait de l'énergie à se construire des histoires d'excuses pour le faire ralentir et arrêter. C'est comme ça que fonctionne le cerveau en fait. Quand on est dans un effort difficile,
Dans tous les cas, il essaye de se construire un narratif pour nous faire ralentir et qu'on y croit en bout de ligne. Bref, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que dans la majeure partie des cas, cette prépa, dans la majeure partie des cas, au final, on se crée des fausses excuses. Mais il y a quand même des moments où il faut regarder la réalité et se dire, bon bah là, en fait, ça passe pas tout simplement et c'est ok. Mais il faut bien juger ça et pas se mentir quand on fait cette analyse-là. La preuve d'ailleurs, c'est que le jour de course à Valence, je me sentais pas ouf et ça a tenu. Pour moi, dans ces moments-là, tout est 100% dans la tête. Dans le positif comme dans le négatif, ça n'aurait pas dû tenir ce jour-là. Ça n'a pas tenu pendant la majeure partie des séances de la prépa. J'aurais eu la capacité de toutes les finir, à mon avis, les séances de la prépa. Enfin, toutes. D'en finir certaines, de brûler totalement mon mental et de plus en avoir pour la fin de la prépa et pour le jour de course. Là, au moins, le seul point positif, c'est que je suis arrivé quand même avec un mental qui n'était pas trop détruit le jour de la course et dans le moment important, j'ai réussi à passer outre ce que je n'avais pas réussi à faire dans la majeure partie des séances. Voilà, donc ne pas se mentir, bien analyser et bien apprendre de ses erreurs, c'est justement la partie suivante, parce que des erreurs, encore une fois, on en fait tout le temps. Là, j'ai cité 3 exemples, mais en fait, j'en fais mais tout le temps. En fait, pour moi, là, on va parler de philosophie de vie. Faire des erreurs tout le temps, c'est très bien. Et plus on fait d'erreurs, plus on avance. Parce que c'est comme ça qu'on se construit. En fait, j'essaye de ne pas faire d'erreurs, évidemment. Mais en réalité, ce qui est important, c'est pas de ne pas faire d'erreurs. Ce qui est important, c'est de faire des choses, d'essayer, d'avancer, de regarder toujours vers l'avant. Et on va faire plein d'erreurs en cours de route. Moi, j'ai l'impression de faire 100 fois plus d'erreurs que les autres, tout le temps. C'est un peu dur, c'est fatigant. Et pourtant, si je regarde, les choses avancent. Je me retrouve après 10 ans de running addict, 5 ans de campus, 20 ans de course à pied. Et je pense que je regrette aucune de mes erreurs parce qu'en fait, toutes ces erreurs, elles m'ont amené ici, 15 juillet 2024, à être ce que je suis. Point. Donc en fait, ce qui est important, c'est pas de ne pas faire d'erreurs, c'est de se servir de ces erreurs pour progresser. Je sais que ce que je vous dis, c'est un peu chaotique parce que je fais énormément d'erreurs, je teste beaucoup de choses. Je dis pas qu'il faut fonctionner uniquement comme ça. Je suis efficace dans le chaos, je suis ce qu'on appelle à l'aise dans le chaos créatif pour ceux à qui ça parle. Et il faut pas non plus extrapoler ça pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est n'ayez pas peur de faire des erreurs en fait, parce que on grandit beaucoup plus vite de nos erreurs que de nos réussites. Donc concrètement, ce qu'il faut, c'est juste analyser son passé, noter ce qu'on a mal fait et tenter de l'éviter à l'avenir. Et en fait, au fur et à mesure, on va balayer tout ce qu'il faut pas faire et on va garder le principal, c'est-à-dire ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qui s'est passé sur Running Addict. Avant que je commence, je m'entraînais seul, il n'y a rien qui marchait, je me blessais, ça progressait pas, j'avais pas de plaisir. Et au fur et à mesure de travailler un petit peu à comprendre tout ça, à l'écrire, à le documenter, j'ai balayé tout ce qu'il fallait plus faire. Et je fais pas tout bien aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'erreurs que je ne fais plus grâce à ce process. Et si je vous parle de quelques erreurs que je fais encore, notamment une que je fais encore tout le temps et qui est liée à mon année 2023, je pense que c'est dans ma nature, mais c'est dans la nature de l'humain en général, c'est un excès d'optimisme. On se met des objectifs élevés partout et on pense qu'on va pouvoir tout réussir en même temps. Alors que ça marche pas, c'est comme ça. Moi, je fais cette erreur et je la véhicule aussi parce que quand j'ai dit à Tristan je veux faire 2h30 l'année dernière, on savait que le 2h30 ça serait compliqué l'année dernière, mais même battre le record de Berlin, en fait, si on regarde le contexte, c'était peut-être pas le moment de se lancer là-dedans. Et je l'ai embarqué là-dedans. Donc, en fait,
Et je lui ai dit trop tard d'ailleurs que j'arriverais pas à suivre le rythme de la prépa. Je pense qu'il s'en est rendu compte un petit peu, mais je me suis longtemps voilé la face en disant non, on va tout bien faire. Je suis optimiste, c'est bon, je vais gérer, pas de problème. Je vais continuer de gérer campus, running addict, faire le déménagement, la prépa marathon à 115 ou 120 km semaine, aucun problème. En fait, j'ai pas dit, quand je commençais à avoir ce feeling que ça allait pas, j'ai attendu de rater des séances après avoir tiré sur la corde pendant plusieurs semaines. C'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire quand on a un coach, et même si on n'en a pas avec soi-même en fait. Parce que là, j'ai menti à Tristan, mais pas volontairement. Je me suis d'abord menti à moi-même avant de mentir à Tristan. Donc bref, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et je dis que je vais essayer d'apprendre de ça, mais en soi, il y a des chances que je refasse cette erreur dans le futur. Chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit. On a des qualités, on a des défauts. Et souvent, nos défauts... une grosse qualité a son défaut en corollaire et inversement. Donc une grosse qualité a forcément un côté négatif. Le côté j'ai envie de tout réussir et de bien faire et tout ça, c'est un côté très positif à la base. Mais ça se retourne contre nous quand on en fait trop et voilà. C'est comme ça. Ça marche pour tout. Il n'y a personne qui a que des qualités parce que une qualité a toujours un défaut derrière. Et voilà ce que voilà. Bref. Si je reviens à ma petite prépa marathon, moi j'étais totalement en over capacity, comme on dit, mais je ne lâche jamais jusqu'à tomber. Et voilà, je suis tombé. Classique. Une petite erreur qui est liée à ça, et qui est... je reviens un petit peu sur de la théorie, entre guillemets, mais j'avais pas assez de temps calme dans toute cette prépa. Je l'ai dit, il y avait beaucoup de choses et en fait, dès que j'étais plus sur un truc, j'étais sur un autre. Et du coup, j'ai essayé de tout enchaîner. À un moment, ça passe plus. Sauf que pour progresser, il faut du temps calme, il faut de la récup. Et la récup, ça passe d'abord par le sommeil, d'abord par la nutrition. Ça, c'est la base, évidemment. Mais il y a un troisième pilier qui est le temps calme, sans rien faire. Comme si on branchait notre téléphone et qu'on se mettait en mode recharge. Et ça, j'essaye de le prendre un peu plus aujourd'hui. Clairement, le retour en France, au bord de mer, avec la famille pas loin, ça aide à ça aussi. Il y a des petits moments de déconnexion beaucoup plus fréquents qu'avant. Et voilà, il faut en fait évacuer le stress est aussi important dans la récup. En fait, pour moi, si je vous parle de moi en particulier, c'est presque le point numéro 1. Si je regarde notamment ma variabilité de fréquence cardiaque, en fait, elle est affectée principalement par le stress. Le sommeil. Si je dors très bien ou très mal, ça n'a pas un énorme impact. Enfin, très mal. Si je dors bien ou mal, ça n'a pas un énorme impact sur mon HRV. La nutrition, non plus. L'entraînement, non plus. Je peux m'entraîner énormément, super dur, et mon HRV va rester super haut si le quatrième critère, qui est le stress, est bien géré. Et si je vous montrais un écran, au final, on n'est pas en vidéo, donc je peux pas, mais grosso modo, mes semaines sont toujours les mêmes. Valeur de HRV très haute lundi, mardi, et ça baisse le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, parce qu'il y a eu le vendredi la veille. Donc la semaine de travail, de stress, a un énorme impact. Et en général, ça remonte le lundi matin. Alors que j'ai fait ma sortie longue la veille, même si la sortie longue a été très dure, boum, ça remonte, je suis en forme le lundi matin. Donc c'est pas le physique, moi, qui a un impact, c'est principalement le stress. Ça peut être différent pour tout le monde, mais je pense que dans notre société, on sous-estime énormément l'impact du stress sur notre forme au quotidien. Bref, c'était la petite parenthèse. Et puis, il y a une erreur que je pense on fait un peu tous aussi. Je sais pas, enfin moi je la fais de temps en temps. C'est oublier le plaisir et être juste là pour la perf. Sur la prépa l'année dernière, j'ai pas eu trop le choix. Franchement, tout s'enchaînait, c'était compliqué. Donc, j'ai pas eu de loisir d'être vraiment en mode plaisir. Mais pour moi, il faut se donner le bon cadre, mettre les bonnes priorités au bon endroit et retrouver ce côté jeu de l'entraînement. Je l'ai perdu l'an passé.
Là, dans cette prépa, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de jouer, et au final, je sais que si je suis dans cet état d'esprit-là, ça va marcher. Je le sais parce que je l'ai déjà vécu dans le passé, hein. C'est un apprentissage. Si je suis dans le plaisir, les séances passent beaucoup mieux, malgré leurs difficultés en fait. C'est ça qui est important, c'est que des fois, si on est vraiment dans le jeu, dans le plaisir de faire quelque chose, et ben le RPE, la sensation de difficulté, elle est automatiquement plus basse. Voilà, tout ça pour dire que il faut choisir le bon objectif. Et 2023, se fixer le 2h30 à ce moment-là, c'était injouable, c'était pas le moment. Mais pour 2024, eh ben on y est. Là, cette fois, il n'y a plus de doute. Le sub 2h30, je revalide cet objectif pour cette année, mais cette fois avec beaucoup plus de certitude. Parce que beaucoup de choses ont changé, tout simplement. Donc là, je vais ouvrir mon petit scénario de vidéo que je suis en train de préparer là-dessus, qui n'est pas pour tout de suite, de toute façon, donc vous aurez oublié quand elle va sortir. Mais grosso modo, ce que je voulais vous dire, c'est que là, je suis convaincu, en fait. J'ai le feu sacré, entre guillemets, et contrairement à l'année dernière, j'ai l'impression que je vais pouvoir tout faire. Et donc, il y a 5 ou 6 raisons qui font que pour moi, le 2h30, il va passer. La première, en fait, le point zéro, je pourrais dire, c'est que j'ai réussi à progresser de 4 minutes sur marathon l'année dernière avec tout ce que je viens de vous dire. Donc là, il y a 3 minutes à gagner. On va se dire que si le contexte est bien meilleur, ça devrait être faisable. Ça, c'est un point qui compte pas parce que c'est de la spéculation. Maintenant, si je fais les comptes, ma prépa marathon de 2023, ça a été 17 semaines. Et en 2024, c'est 18 semaines. Donc, on pourrait se dire que ça change pas grand-chose. Et pourtant, en 2023, quand j'ai commencé ces 17 semaines, je revenais de 3 semaines off, total, pour ma blessure au genou après la chute en trail. Donc en fait, j'ai dû commencer par 3 semaines de reprise très progressive et ma forme, elle n'a pas été vraiment utilisable avant quasiment le mois de septembre. Donc j'ai eu une prépa qui a été un petit peu raccourcie à cause de ça. Là, 2024, j'attaque cette prépa au meilleur de ma forme. Aucune douleur nulle part et je suis déjà quasiment à 100 km par semaine dès la semaine 1. Bon, je suis à 92, mais je sais que là, dès cette semaine, je vais être à 100 km. Je suis prêt à manger du volume et de l'intensité. Je sens que mon corps va pouvoir encaisser tout ça. Donc ça change énormément parce que l'aspect progressivité va pouvoir être bien plus important et je sais que mon corps va encaisser mieux le volume que l'année dernière où ça a été un petit peu forcé. On n'a pas eu le choix pour y arriver. Point numéro 2. Là, je sors de la prépa trail et je sens que ça m'a rendu ultra solide. Est-ce que concrètement ça apporte quelque chose pour le marathon ? C'est difficile à dire. Je vais y revenir. Je vais aussi faire un petit podcast ou une vidéo sur ce sujet parce que ça m'intéresse de creuser. Maintenant, je sens en fait que je suis très fort sur l'appui et que mon endurance, elle est à un niveau jamais atteint. Parce que tout simplement, si on regarde, je sors de 2 épreuves de plus de 7 heures. Le trail, 7h30 à quasiment 150 BPM, donc au seuil 1 au final en termes de physiologie, donc zone 3, donc quelque chose de très important en termes de travail cardio-respiratoire. Et ensuite, j'ai fait l'étape du Tour à vélo, où là j'ai fait 7h30 à entre 130 et 140 BPM, donc encore un gros effort d'endurance. Donc en fait ça, c'est une base hyper solide qui fait que dans ce début de prépa marathon, je suis à 130 BPM à 4,30 au kilomètre. Ça, c'est des valeurs de fin de prépa pour moi d'habitude. Parce que mon endurance fondamentale en cardio, elle pourrait aller jusqu'à 138, 139. Donc en courant à 4,30, je suis loin d'être à mon max en termes de cardio de mon endurance fondamentale. Et pareil sur l'endurance active, je suis capable de courir à 3,50 au kilomètre à 150 BPM. Ça, c'était mon allure marathon de fin 2021. Donc ça fait il y a 3 ans, c'était mon allure marathon. Là, je suis en mode seuil 1. Bref, très très solide. Et ça, c'est juste dû à ce que j'ai fait avant. Donc, juste pour dire que y a une grosse base. Maintenant, vous allez voir un petit peu plus tard qu'il y a un petit détail qui fait que ça va être compliqué. Évidemment, il n'y a pas que du positif, hein.
Le point 3, c'est que j'en suis décidé. Je suis décidé, je suis convaincu que je peux le faire. Et je parlais de prophétie autoréalisatrice tout à l'heure. Et là, dans le positif, moi, je suis convaincu que je peux le faire. Et si on y croit fort, il y a beaucoup plus de chances qu'on y arrive que si on n'y croit pas. Il faut toujours mettre le travail, évidemment, mais vous m'avez compris. Point numéro 4, très important. Je vais mettre cet entraînement en priorité numéro 1. Pour la première fois, je vais l'accepter. Parce que, désolé, j'ai un chat qui est en train de foutre sa patte dans mon verre pour boire. C'est ça d'avoir un petit chaton à la maison. Tu arrêtes, laisse-moi tranquille, toi. J'enregistre le podcast là. Hein ? Bref, pour la première fois, je vais mettre donc ma prépa marathon en prio numéro 1. Avant le travail, entre guillemets. En fait, je devrais mettre plutôt en prio 1 bis. Parce que évidemment que ça va pas me prendre ma journée. Je vais pas me transformer en sportif pro où je vais m'entraîner, récupérer, dormir. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que dans ma journée, je sais mes périodes d'efficacité maximale, c'est le matin. Donc, il n'y aura aucun moment, ou en tout cas, je vais essayer de les éviter au maximum, où je ne mettrai pas mes séances d'entraînement le matin. Dans ma prépa l'année dernière, j'ai galéré, j'ai placé mes séances comme je pouvais, où je pouvais, et c'était compliqué. Là, première chose de la journée, je vais courir. Point. C'est non négociable. Et si c'est une grosse séance et que la météo le permet, je vais la courir à 11h, qui est 11h, 11h30 là, dans ces eaux-là, qui est vraiment ma période idéale de performance. Je me sens au mieux de ma forme à ce moment-là pour courir. Bref. Le reste va s'organiser autour. Ça ne veut pas dire que je travaillerai forcément moins, mais je vais d'abord faire l'entraînement et après, on gérera tout le reste avec l'énergie qui reste. Ça va durer 3 mois. Je ne vais pas faire ça toute la vie. C'est une seule prépa marathon et je vais essayer de tout mettre bout à bout pour y arriver. Point numéro 5, pas de pépins physiques, aucune douleur, pas de chute en trail. Donc voilà, je suis solide comme jamais. Ça, c'est quand même un gros avantage d'avoir aucune alerte physique au moment d'attaquer une prépa marathon. Et je reprends les séances de kiné. Je vais y aller tout à l'heure d'ailleurs pour ma première séance de kiné de l'année. Et je vais essayer d'être sérieux là-dessus. Sur la mobilité tous les jours, j'ai repris ma petite routine du matin. Bref, c'est des bases, c'est des détails, mais à la fin, mis bout à bout, je sais que ça aura une grosse importance. Et le point numéro 6, ma méthode d'entraînement, elle est solide. 4 minutes de progression sur 4 marathons de suite. Clairement, ça met en confiance sur le fait que c'est pas un hasard. La méthode Campus, elle marche. Je suis pas inquiet, elle marche sur moi, elle marche sur des milliers de coureurs. Et vous pourriez me dire, tu t'entraînes pas avec Campus, tu te fais coacher par Tristan. Oui, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que qui réalise les plans de Campus ? Tristan. Donc en fait, la méthode, c'est la même. La seule raison qui fait que je suis pas directement sur Campus, c'est qu'on n'a pas construit Campus pour faire 2h30 au marathon. C'est pas notre cible. Il n'y a pas assez de gens que ça peut intéresser en soi. Donc, pour pousser tous les curseurs au max, on le fait à la main. Et puis ça m'apporte un œil extérieur. Parce que atteindre le 2h30, c'est vraiment pousser mon corps à son maximum, à sa limite. Et du coup, j'ai mon expérience, j'ai celle de Tristan. Et en fait, plus on peut cumuler les deux, on est très complémentaires en plus, plus ça donne de chances d'y arriver. Donc voilà, il n'y aura pas de révolution, mais une petite évolution de ce qu'on a fait l'année dernière pour espérer aller gagner les petits détails. Et quand je parle de détails, il y en a 2 qui sont des points que j'ai à travailler. Le premier, pas de surprise, la célèbre résistance musculaire à la longueur, encore et toujours. Malgré le trail, je me suis déjà rendu compte sur ma sortie longue d'hier, un petit 1h30 avec un peu de tempo, que courir longtemps sur la route avec le même geste, c'était pas du tout pareil que le trail. Au bout d'1h30, j'avais mal aux pattes. Donc c'est très différent. Ça reste mon facteur limitant, il va falloir continuer de le travailler. Parce que évidemment qu'il a progressé, puisque c'est mon facteur limitant, et je pense qu'à chaque marathon, c'est ça qui m'a principalement permis de gagner du temps. Donc on va essayer de continuer de faire la même chose. Et le dernier point, c'est la vitesse de base. Parce que je vous disais, c'est bien, je suis solide comme jamais, j'ai une super endurance, mais je sors d'efforts très longs, de plus de 7 heures, et ma vitesse, elle est bien cachée. Elle est complètement bloquée, j'en ai plus du tout.
Et sur les petites séances que j'ai fait où il fallait remettre un peu de rythme pour l'instant, c'était un enfer. Toutes les allures en fait inférieures à 3,30 me semblent dures pour l'instant. Et c'est dommage parce que 3,30 c'est quasiment l'allure marathon que je dois viser. Donc oui, il va falloir débloquer tout ça. Mais on est à 18 semaines, peut-être un peu moins maintenant, mais on est loin du marathon, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, ça change un petit peu les choses. On a le temps de débloquer tout ça. Et c'est pas la même chose que l'année dernière. C'est pas les mêmes. J'ai pas la même base. Mais dans tous les cas, il y a des choses à travailler. C'est toujours ça qu'il faut retenir. C'est en début de prépa, on se dit alors, quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, comment ça a évolué depuis l'année dernière, ou l'année d'avant, ou il y a 6 mois, et qu'est-ce que je veux, sur quoi je veux mettre la priorité pour pouvoir m'améliorer. Résistance musculaire, on va continuer de faire du renfort, no spoiler. Je vous le dis, je retourne à la salle dès demain matin, et c'est parti, en avant, Guingamp. Voilà. Ah mais c'est pas fini tout ça. On a encore la partie sur les priorités. Je pensais avoir terminé, mais j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas saoulé avec tout ça. Dans tous les cas, choisir ses priorités en cohérence avec le passé, c'est pas simple. Voilà la plus grosse différence pour moi, c'est que pendant les 3 derniers mois de cette prépa, elle va être au cœur de ma vie, je le disais. Et il n'y a pas que l'aspect professionnel en fait. Placer les bons entraînements au bon moment de ma journée, ça je l'ai dit, le matin. Respecter à 100% ma routine du soir et du matin. C'est toujours pas fait depuis la vidéo. Là, je fais la routine du matin. Il me manque encore le fait de retourner à ma routine du soir pour me coucher plus tôt, avoir plus d'heures de sommeil. C'est important. J'ai besoin de revenir à ça. Je le sens que ça va être indispensable dans cette prépa. Donc, c'est l'objectif de cette semaine de m'y remettre progressivement, de me recoucher entre 22 et 22h30 et pas à 23h30 comme depuis un mois à peu près. 0 alcool. Ça, pendant la prépa marathon, c'est un impondérable pour moi. On pourra en reparler, mais les effets de l'alcool sur le sommeil en particulier, c'est très important. Et du coup, on ne prend pas de risque entre guillemets de ce côté-là. On met toutes les chances de son côté. Pour moi, ça sera 0 alcool pendant toute la prépa. Et limiter les écarts en termes de nutrition. Je dis limiter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas du tout, mais je vais essayer de revenir à quelque chose de beaucoup plus carré, un petit 80-20 comme j'aime le dire, 80% quali équilibré et un petit 20% de plaisir quand même, parce que c'est important, l'aspect psychologique aussi. Et souvent, il ne faut pas se le cacher, les écarts, c'est ça qui amène les petites douleurs. Donc, hors prépa, tout va bien. Quand on est en pleine prépa marathon, qu'on fait des semaines à 100, 110, 120 km, c'est là où on veut pas qu'il y ait une petite douleur qui arrive parce qu'on a mal mangé ou on a bu ce qu'il fallait pas à côté de l'entraînement. Comme le dit Tristan, je suis pas la voiture la plus solide du parking. Donc, il faut faire attention à ça et je sais que je suis sensible aux écarts, donc je vais faire attention. Et je vais mettre le renfort qui n'est qu'une partie de l'équation mais qui en fait partie aussi. Et alors là, nouveauté pour moi, je vais essayer de me mettre moins de pression sur les sujets hors course à certains moments clés de la prépa. Très compliqué, ça, je pense que je vais avoir du mal à le faire parce que je vis sous pression, j'aime ça, j'aime bien faire progresser les choses, c'est mon naturel. Mais bon, je me le suis écrit quand même, j'ai essayé de le regarder plusieurs fois et d'essayer d'être un peu plus relax à certains moments. On verra si j'y arrive, c'est mon plus gros challenge à mon avis. Bref, des choses simples. Mais si on les cumule, en fait, c'est ça le secret de la performance. Et le secret, il est toujours dans les choses simples. C'est juste qu'on ne veut pas les écouter en général. Donc voilà. Faisons attention à ces détails. Et je pense que on y arrivera. Voilà, j'ai un petit peu bégayé. Mes phrases sont bizarres parce que j'essaye de lire mes notes qui sont un petit peu trop... complexe pour que j'arrive à les relire. Oui, le chaos créatif marche avec moi-même. Je ne suis pas capable de relire ce que j'ai voulu dire à certains moments tellement je suis dans du chaos dans ma tête. Bref, si jamais... Ah oui, un point important. Il y a quelque chose qui est très clair et très assumé de mon côté, c'est que si jamais il n'y a pas de 2h30, je veux qu'il n'y ait aucun regret.
Le chrono, c'est pas le plus important pour moi. C'est juste un symbole. Mais en fait, ce qu'il y a de plus important, c'est de me dire que j'ai tout bien fait pour y arriver. Et après, le chrono, c'est une mesure, c'est une conséquence de ça. Mais je préférerais arriver à Amsterdam en ayant tout bien fait, en étant vraiment content de ma prépa, dans la forme de ma vie, et ne pas réussir à faire 2h30, parce qu'il y aura eu une raison externe, comme l'année dernière où il y a eu du vent et de la grêle, par exemple, que de faire comme Valence cette année, enfin 2023. Où la prépa a été chaotique, et ça marche le jour J. Ça m'a laissé un sentiment de... Je sais pas, un petit goût amer dans la bouche, et c'est comme si je l'avais pas mérité pour moi ce chrono de 2h33. Je préfère me dire, je fais tout bien, je suis content, et là, si ça passe, là, ça sera la fête absolue. Mais bon, dans tous les cas, il n'y aura pas de regret. Moi, mon but, c'est juste d'arriver le jour du marathon en sachant que j'ai tout fait pour réussir, et que c'est la seule chose, c'est que là, 1, 2, 3, 4. La seule chose qui compte, c'est ça. Le jour J, après, je sais ce que j'ai à faire, j'ai déjà couru assez de marathons comme ça, donc voilà. Maintenant, il faut choisir ses priorités, les ordonner dans le bon sens. Je vous ai pas parlé de... J'ai pas voulu faire en fait ce côté très théorique de... Alors, est-ce que je mets la course à pied en 1, le travail en 2, la vie perso en 3 ? Je sais que pour moi, c'est quelque chose qui peut se faire, mais c'est pas cohérent de vous parler de ça à vous tous qui êtes amateurs. Vous ne pouvez pas mettre la course à pied en numéro 1, point. Donc... j'ai pas voulu rentrer dans cet aspect-là. C'est plutôt comment vous adaptez votre objectif pour qu'il soit cohérent avec toutes les priorités de la vie. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est qu'est-ce que je peux me permettre comme objectif en course à pied qui va me permettre d'atteindre mes objectifs dans la vie en général. Et s'il y a un bon équilibre là-dedans, eh bien... ça va marcher, grosso modo. Et surtout, vous allez y prendre du plaisir au fur et à mesure. Et du coup, il vaut mieux un objectif un peu plus bas en course à pied, mais qui se passe bien, que de vouloir mettre un truc ultime qui se passe mal tout du long et qui va potentiellement vous donner envie d'arrêter la course une fois que vous aurez fait le marathon ou autre course. Voilà. Maintenant, je vous propose... je n'ai pas parlé de trail aujourd'hui, mais... j'ai commencé à sortir les vidéos imparfaites sur le trail. Il y en a une qui, pour l'instant, est passée un peu inaperçue, qui explique comment j'ai fait pour m'entraîner pour la Maxi Race en vivant en ville. Donc, je vous explique un petit peu comment j'ai fait pendant 3-4 semaines de ma prépa. J'ai filmé pas mal d'entraînements. J'ai expliqué un peu comment j'ai été chercher les endroits où je me suis entraîné, la manière dont je me suis entraîné. Donc c'est sur YouTube, c'est la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne de Running Addict. Et si ça vous intéresse de comprendre comment je me suis entraîné pour le trail, comment j'ai adapté ma manière de faire au trail, eh bien allez la voir. Et voilà, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Petit week-end choc à Annecy avec des paysages de fou. Et un peu plus tard, la vidéo de la Maxi Race où là il y avait pas de paysage de fou parce que la météo n'était pas bonne, mais ça a été une course de fou et je sais que je ne vous en ai pas parlé encore, c'est normal, c'est voulu, je garde ça un peu secret jusqu'à ce que la vidéo arrive pour que vous puissiez découvrir tout ça et je vous ferai un petit podcast récap à ce moment-là. Voilà, pour finir, un petit point important, la régularité c'est compliqué, je vais encore vous parler d'une expérience perso, mais... La régularité, je le dis souvent, c'est la base de tout. C'est le conseil le plus important qui existe. Comme le dit bien Tristan, fréquence supérieure à volume, supérieure à intensité. Il faut d'abord réussir à faire le nombre de séances. C'est le critère le plus important de la progression. On sort, on fait sa séance. C'est plus important que de faire le volume. Si on n'a pas l'énergie, on fait un peu moins. Et l'intensité, si on n'a pas l'énergie, on fait un peu moins ou on la fait pas aussi, mais au moins on sort courir. Ça, c'est la base. Et si on fait un petit parallèle, le podcast, j'ai arrêté au moment de la Maxi Race parce que mois de juin hyper chargé, donc j'ai relâché un peu sur le podcast. Et là, c'est compliqué de retrouver la régularité. Et oui, c'est la même chose qu'à l'entraînement. Quand on s'arrête, c'est compliqué de revenir. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on peut faire des parallèles très souvent entre la course à pied et la vie. Et c'en est un de plus. Et je vous laisse avec ça. Soyez réguliers, entraînez-vous tout l'été, faites-vous plaisir
Et j'espère que vous atteindrez vos objectifs, que ça soit un petit marathon qui se court au mois d'août à Paris ou le 10 km. Moi, je serai au départ du 10 km. Ou vos courses d'automne. Eh bien, entraînez-vous bien et je vous dis peut-être à la semaine prochaine, si j'ai de quoi vous parler. Ciao, ciao!